4e Analysis, un autre regard. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'aimerais rebondir un petit peu sur l'actualité récente et notamment parler de l'intelligence artificielle. Cette intelligence qui nous fascine depuis des décennies, notamment lorsque cette intelligence artificielle imite notre intelligence, c'est-à-dire l'intelligence humaine. Et aujourd'hui, eh bien, ChatGPT 4, c'est le nom de notre intelligence artificielle du 21e siècle, ChatGPT 4 a franchi un cap historique puisque ce ChatGPT, cette version en tout cas, a réussi ce qu'on appelle le test de Turing. Alors j'aimerais parler un petit peu de ça parce que tout le monde ne connaît pas nécessairement le test de Turing et les conséquences de cela. Ce test, en fait, c'est le critère le plus reconnu pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire pour mesurer en fait la capacité d'une machine, pour être plus clair, à simuler un comportement humain. Alors ce test de Turing, c'est un test qu'on appelle le jeu de l'imitation. Et c'est un test qui a été proposé par le fameux ingénieur Alan Turing dans les années 1950. En fait, Turing s'est fondé sur un jeu de société qui existait à son époque et qui consistait à poser des questions à un homme ou à une femme qui se trouvait en fait dans une pièce adjacente, une pièce qui est à côté de vous, et en fait vous leur posez des questions via un intermédiaire, bien sûr. Et le but du jeu, c'est de deviner à la fin de l'entretien s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce jeu qui a intéressé Alan Turing, c'était une forme sophistiquée de jeu de devinette, en quelque sorte. Bien, le test de Turing, c'est la transposition de ce jeu de société. Vous allez remplacer l'homme et la femme par un humain et un ordinateur. Et le but du test de Turing, c'est de savoir si, à la fin de l'entretien, vous devez décider est-ce que vous avez parlé à un humain ou est-ce que vous avez parlé à une machine pendant une dizaine ou une vingtaine de minutes. Alors l'idée, bien sûr, était très intéressante. C'était de voir à l'époque si une machine pouvait se comporter aussi intelligemment qu'un humain dans un contexte, on va dire, de conversation courante, quotidienne. Voilà. Alors il y avait des systèmes d'intelligence artificielle, les premiers systèmes qu'on appelait ELIZA, avaient tenté déjà, dès les années 1960, ce défi, puisqu'il y avait à New York tous les ans des réunions de tests de Turing où on examinait les nouveaux logiciels. Bien sûr, c'était très intéressant pour l'ingénierie informatique, mais disons-le, les premiers essais se sont révélés très limités. Par exemple, ELIZA, qui était l'ancien modèle, proposait vraiment des réponses, je ne vais pas dire bêtes, mais en tout cas préprogrammées, très rigides, et qui étaient très loin de la nuance que nous avons aujourd'hui, très loin des erreurs notamment et de la profondeur des dialogues qu'un homme peut avoir avec un autre homme. Bon. Mais avec ChatGPT, je dirais ChatGPT 4 en tout cas, ce qu'on peut dire c'est que ce ChatGPT 4 change la donne d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il montre, ce ChatGPT, une capacité de dialogue qui est vraiment impressionnante, qui est beaucoup plus nuancée que le système ELIZA. Alors, ce que j'aimerais évoquer aujourd'hui, c'est une étude récente qui a cherché, si vous voulez, à comparer l'intelligence artificielle moderne avec les humains dans une conversation courante. Alors, ce qu'on a fait, on a demandé à 500 participants d'interagir avec 4 entités. Alors, parmi ces entités, c'était un humain, l'ancien système d'intelligence artificielle dont j'ai parlé, c'est-à-dire ELIZA, le ChatGPT que vous avez connu, qui est le ChatGPT 3.5, et puis enfin le ChatGPT 4, qui est le dernier modèle. Je n'ai pas entendu parler de 0.1, mais enfin c'est autre chose. Alors chaque interaction a duré en gros 5 minutes, et les participants devaient deviner à la fin de l'entretien s'ils avaient conversé avec une machine, bien sûr, ou avec un humain. Alors le résultat est assez étonnant, c'est que ChatGPT 4 a été perçu comme humain dans 54% des cas. Donc il a passé le test de Turing, si vous voulez, on a dépassé les 50%. Et à titre de comparaison, ChatGPT 3.5 a réussi à convaincre 50% des participants, donc on a déjà 4% de moins,
tandis que le système ancien, c'est-à-dire le système ELISA, n'a pu convaincre que 22% des participants. Donc, ce qui est encore plus surprenant si vous analysez ces chiffres, c'est que les véritables humains qui étaient en face de vous n'ont été identifiés comme tels, c'est-à-dire comme humains, que dans 67% des cas. C'est-à-dire qu'en fait, certains participants ont eu tout faux, excusez-moi de le dire, c'est-à-dire qu'ils ont confondu les humains véritables avec des robots, et ce qui est assez amusant d'ailleurs, parce que c'est une conséquence directe d'ailleurs du jeu lui-même, de ce qui n'était qu'un jeu de société. En fait, ces résultats montrent à quel point ChatGPT-4 est sophistiqué et dépasse vraiment, vraiment largement les anciens modèles, bien sûr, d'intelligence artificielle. Alors, si on analyse ces résultats, on peut se demander qu'est-ce qui fait justement que ChatGPT a autant de succès? Quelle est la raison de ce succès? En fait, une des forces majeures de ChatGPT-4, outre évidemment son algorithme, c'est sa capacité de s'adapter à différents contextes, à différents langages. Et ChatGPT-4 peut adopter différentes réponses, et même des tons différents, c'est-à-dire des tons qui sont selon la situation, formels, informels, etc. Contrairement aux anciens systèmes. Le système qui était ELISA, par exemple, donnait des réponses très très statiques. Alors que ChatGPT, lui, ChatGPT-4 en tout cas, peut changer de ton, peut répondre de manière émotionnelle parfois. Donc il est où il mime l'émotion. Je ne vais pas dire qu'il est dans l'émotion, puisqu'il n'y est pas, mais il mime l'émotion. Ou alors il peut répondre de manière analytique. Et cette souplesse, en fait, c'est ça qui va créer des interactions beaucoup plus naturelles et qui va faire oublier aux 500 utilisateurs là, qui parlaient vraiment à une machine. Et c'est ce naturel, en quelque sorte, qui a permis à ChatGPT-4 de passer le test de Turing avec un certain succès, on va dire, bien sûr. Alors, cette réussite amène en même temps des préoccupations sociétales très très importantes. Notamment, la première chose qui peut nous effrayer, c'est que si une machine peut imiter vraiment une conversation humaine avec autant de précision, comment pouvons-nous être sûrs, dans nos interactions sur Internet ou ailleurs, que nous parlons à une personne réelle? Ça, c'est un véritable problème. Pourquoi? Parce que il y a un risque, bien sûr, de faciliter ce qu'on pourrait appeler des pratiques trompeuses. Que ce soit, par exemple, dans une entreprise, dans ce qu'on appelle le service client, ou dans des industries. Parce que lorsque je parle à un robot, qu'on appelle en anglais un chatbot, un agent conversationnel, comme on dit, je sais que c'est un robot. Je sais que ce n'est pas un humain. Je sais que je parle à quelque chose qui n'est pas humain. Mais les choses, bien sûr, pourraient changer très rapidement. Et bien sûr, l'impact sur l'emploi est préoccupant également. Si ces intelligences remplacent progressivement les humains dans les interactions, il est clair qu'il y aura des conséquences sociales, économiques très importantes en fait. Alors, j'ai vu, en analysant un petit peu ce qui s'est passé, que des internautes disent de toute façon, ça n'a pas d'importance, ce test de Turing, parce que ça ne mesure pas l'intelligence. En effet, ces internautes estiment, à juste titre d'ailleurs, que le test mesure la capacité de l'intelligence artificielle à imiter le style humain, mais ça ne prouve pas, bien sûr, qu'elle comprend ce qu'elle dit. Et donc, pour ces critiques, la véritable intelligence reposerait sur la compréhension et pas sur la simulation, pas sur l'imitation. Alors moi je dirais que, évidemment, ils ont raison, mais ce n'était pas du tout le but du test de Turing. Turing savait bien en faisant ce test que la machine n'était qu'une machine. En fait, le but du test de Turing, c'est de mesurer plutôt nos croyances à nous dans la machine, et pas vraiment l'intelligence de la machine, c'est-à-dire ce qu'on appellerait sa conscience. Bon. Alors pour conclure ces petites remarques, j'aimerais justement évoquer l'avis de quelqu'un d'intéressant, parce que en fait les journalistes honnêtement ne sont pas toujours intéressants lorsqu'ils parlent de l'intelligence artificielle, parce que ils sont gentils mais ce ne sont que des journalistes, ou alors ils posent la question à des intellectuels comme Raphaël Enthoven, etc. Moi je préfère pour ma part écouter les mathématiciens. Alors c'est un choix de ma part, bien sûr. Et je préfère écouter notamment un des plus grands mathématiciens qui a un avis assez intéressant sur l'intelligence artificielle, qui s'appelle
Terence Tao. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, les mathématiciens le connaissent. C'est un des plus grands mathématiciens actuels. C'est, pour les matheux, c'est un spécialiste des équations aux dérivées partielles. Et également, il a écrit pas mal d'articles sur les théories des nombres, etc. On l'appelle, enfin les journalistes, comme d'habitude, l'appellent le Mozart des mathématiques. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, c'est un type qui connaît bien les mathématiques et qui peut mesurer l'apport, d'ailleurs, de l'intelligence artificielle, notamment le dernier modèle, vous savez, qui vient de sortir. Et en fait, Terence Tao dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit que généralement, lorsqu'on parle des rapports de l'humain et de l'intelligence artificielle, on les considère selon deux modalités généralement. Bon, la première, c'est l'indifférence. C'est-à-dire, bon, honnêtement, la plupart des gens n'en ont rien à faire. Je ne tiens pas compte de l'intelligence artificielle. C'est la position de beaucoup de monde. Ou alors, il y a également, de la part des scientifiques, le conflit. C'est-à-dire, certains vont dire, l'intelligence artificielle, c'est un danger, c'est uniquement un danger. C'était le cas de Madame Abécassis, la philosophe, qui comparait l'intelligence artificielle à un golem. Vous savez, cette créature d'argile qui nous fait peur, qui vise à assister son créateur et puis finalement qui va finir par se révolter contre lui. Bien sûr, la prudence est de mise. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, dit notre mathématicien, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle et les succès de l'intelligence artificielle reposent sur un autre modèle. Ce n'est pas l'indifférence, ce n'est pas le conflit, c'est le partenariat. Et c'est pour ça que ça marche très fort. Le modèle qui marche, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut être effectivement un assistant précieux pour accomplir des tâches répétitives. Et alors Tao nous dit c'est un peu comme un étudiant médiocre qui va aider un professeur, par exemple, à résoudre des problèmes mathématiques, mais qui ne possède pas, lui, la capacité d'inventivité du professeur, ou en tout cas du mathématicien. Donc, en fait, Tao va envisager un futur où même les mathématiques, dit-il, pourraient bénéficier d'une collaboration, en quelque sorte, entre les humains et l'intelligence artificielle, où chacun, en fait, exploiterait ses points forts. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, quel est son point fort? C'est de gérer, en fait, des tâches à très grande échelle, et les humains, leur point fort, c'est d'apporter des idées nouvelles, des idées novatrices. Et selon Tao, ce partenariat pourrait ouvrir des nouvelles portes dans des domaines qui n'existent pas encore pleinement. Un petit peu comme ce qui se passe actuellement en génétique, si vous suivez l'actualité scientifique. Donc, plutôt que de craindre un peu, pas naïvement, mais à la façon des journalistes, que l'intelligence artificielle remplace la créativité humaine, lui, Tao, voit dans l'intelligence artificielle un outil complémentaire, c'est-à-dire ce qu'il appelle un lubrifiant, c'est-à-dire quelque chose qui va nous aider lorsqu'on formule des hypothèses, et notamment dans les approches mathématiques. Alors c'est intéressant parce que ça laisse entrevoir un autre monde, c'est-à-dire un monde où l'intelligence artificielle et les humains vont plutôt coexister et où chacun va exploiter ses propres forces pour pousser un petit peu les frontières de tout ça, les frontières de la connaissance, plus loin que jamais. N'oubliez pas, chers auditeurs, de liker et de vous abonner. JM Analysis est une chaîne de culture générale et a besoin de vous pour progresser et exister.